David Grush, officier de l'US Air Force et ancien responsable du renseignement américain, affirme une chose qui pourrait bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur notre place dans l'univers. Nous ne sommes pas seuls. Selon lui, et selon d'autres hauts responsables gouvernementaux, le gouvernement des États-Unis aurait dissimulé pendant des décennies des découvertes extraordinaires. Des engins non identifiés survolent-ils notre planète depuis des années? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce mystère troublant. La vérité, longtemps cachée, pourrait enfin être révélée. Témoignages militaires sur des objets volants non identifiés. Lors d'un événement à Washington, D.C. en juillet 2023, David Grush, un ancien officier du renseignement de l'armée de l'air et ex-responsable du Pentagone, a fait une déclaration marquante. Il a affirmé que les États-Unis possèdent des engins spatiaux extraterrestres et des spécimens biologiques d'origine non terrestre. Ce qui rend cette révélation particulièrement importante, c'est que Grush a témoigné devant le Congrès américain, et faire cela exigeait qu'il prête serment. Cela signifie qu'il a fait ses déclarations avec la promesse de dire la vérité, risquant de graves conséquences juridiques, y compris des accusations de parjure s'il est découvert qu'il ment. Lors de l'audience, Grush a fait plusieurs autres déclarations étonnantes. Il a affirmé que les États-Unis possèdent des objets volants non identifiés, ou OVNI, depuis les années 1930. Il a également révélé l'existence de programmes secrets américains depuis plusieurs décennies, visant à collecter et tenter de rétroconcevoir des ovnis accidentés. Lorsqu'on lui a demandé si les occupants de ces ovnis avaient été récupérés, il a révélé que le Pentagone détient ce qu'il a appelé des biologiques non humains, sans donner de détails précis sur ces entités. Grush a également mentionné qu'il connaît personnellement des personnes ayant subi des blessures physiques en cherchant à garder secrète la détention par le gouvernement de technologies extraterrestres. Cependant, il a expliqué qu'il ne pouvait partager aucun détail spécifique, sauf dans un environnement hautement sécurisé et classifié, connu sous le nom d'installation d'informations compartimentées sensibles. Il est important de noter que Grush n'a pas affirmé avoir personnellement été témoin des faits qu'il a évoqués. Il s'est appuyé sur des informations fournies par d'anciens officiers de renseignement de haut rang qui lui ont fait confiance. Il a également mentionné qu'il n'avait pas vu lui-même de photographies des prétendus OVNI. Bien que Grush ne disposait pas de nombreuses preuves pour étayer ses affirmations, il est intéressant de noter que d'autres responsables des forces armées américaines ont eux aussi été confrontés à des ovnis. Deux anciens pilotes de la marine, David Fravor et Ryan Graves, étaient en présent aux côtés de Grush lors de l'audience. Ce que Fravor a déclaré pendant son témoignage était tout à fait captivant. Fravor était le commandant d'un escadron sur l'USS Nimitz lorsqu'il a vécu une expérience remarquable. En 2004, lors d'un vol au large de la côte sud de la Californie, il a aperçu un objet qu'il pouvait seulement décrire comme ressemblant à un tic-tac. À cette époque, un système radar très avancé sur un autre navire de leur groupe d'entraînement, l'USS Princeton, détectait quelque chose d'inhabituel. Les opérateurs du USS Princeton avaient détecté pendant plusieurs jours ce qu'ils appelaient des véhicules aériens anormaux, VAA. Ces VAA descendaient de 24 400 mètres à des altitudes beaucoup plus basses en une fraction de seconde. Au départ, l'équipe radar du USS Princeton soupçonnait un éventuel problème technique à l'origine de ces anomalies. Cependant, après avoir vérifié que leur équipement fonctionnait correctement, ils ont commencé à remarquer des cas où ces AAV descendaient rapidement dans un espace aérien plus encombré. Ainsi, le 14 novembre 2004, Fravor et un autre pilote nommé Alex Dietrich étaient en pleine formation avec le groupe aéronaval Nimitz, à environ 160 km au sud-ouest de San Diego. Soudain, ils ont reçu un ordre inhabituel d'un officier des opérations à bord de l'USS Princeton leur demandant de stopper leurs exercices et de se diriger vers de nouvelles coordonnées pour intercepter l'un de ces objets étranges. Fravor et Dietrich ont immédiatement changé de cap pour enquêter. À leur arrivée à l'endroit convenu, ils ne virent aucun objet volant dans le ciel. Toutefois, leur attention fut attirée par une agitation dans l'océan en contrebas. L'eau était agitée, avec des vagues blanches s'abattant sur ce qui semblait être un grand objet juste sous la surface. Puis, leur attention se porta sur l'un des objets, qui volait à environ 15 mètres au-dessus de l'eau. Fravor a décrit l'objet comme faisant environ 12 mètres de long, ressemblant à une pastille de menthe, sans moyen apparent de propulsion.
Ce qui le rendait encore plus étrange, c'était de ses mouvements incroyablement agiles et erratiques. Fravor le comparait à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Cet objet se déplaçait de manière imprévisible, changeant de direction comme si on avait lancé une balle de ping-pong contre un mur. Alors que Fravor tournait autour de lui avec son avion, l'objet a soudainement commencé à monter et s'est dirigé directement vers son appareil. Puis, soudainement, il a effectué un virage rapide et est parti à grande vitesse. De manière surprenante, il est réapparu environ 96 km plus loin en moins d'une minute. À ce moment-là, Fravor et Dietrich avaient chacun un officier des systèmes d'armes à l'arrière de leur avion. Donc 4 personnes au total ont été témoins de cette scène mystérieuse. Fravor a expliqué que leur rencontre avec cet objet dépassait largement notre compréhension actuelle de la science des matériaux et de nos capacités technologiques. Selon lui, cela s'appliquait non seulement au moment de la rencontre, mais continue aussi de remettre en question notre compréhension, même en regardant vers les 10 à 20 prochaines années. Bien que Fravor n'ait pas pu enregistrer la rencontre en vidéo, un autre pilote, Chad Underwood, qui a décollé après l'atterrissage de Fravor, a réussi à localiser l'objet. En utilisant une caméra infrarouge très sensible, Underwood a réussi à enregistrer une vidéo de l'objet en forme de tic-tac. Cette vidéo est ensuite devenue très médiatisée, surtout lorsque la marine a confirmé son authenticité. Mais voici la partie intrigante. Aucune enquête officielle n'a été menée après l'incident. Interrogé sur les rapports supplémentaires ou une enquête approfondie après ce qui s'est passé en 2004, Fravor a révélé qu'il s'agissait essentiellement d'un débriefing standard et rien de plus. Il semble que le gouvernement américain ait intentionnellement gardé sous silence les preuves concernant ces appareils non humains. Mais cela ne durera pas longtemps. Entre l'été 2014 et mars 2015, une série d'observations étranges ont eu lieu dans le ciel de la côte Est. Ces observations incluaient des objets étranges, dont l'un ressemblait à une toupie, et ils apparaissaient presque quotidiennement. Les pilotes de la marine ont signalé ces anomalies à leurs supérieurs, notant que ces objets ne possédaient pas de moteur visible ou de traces d'échappement infrarouge, mais pouvaient atteindre des altitudes de 9144 mètres et se déplacer à des vitesses hypersoniques. Ryan Graves, qui a témoigné lors de l'audition de juillet 2023, a expliqué que ces objets mystérieux étaient présents de manière continue toute la journée. Il est important de noter que les pilotes ont commencé à remarquer ces objets après la mise à niveau de leur système radar des technologies des années 1980 à un système plus avancé. Au fur et à mesure que chaque avion de chasse était équipé du nouveau radar, les pilotes ont commencé à détecter ces objets sur leurs écrans. Ils les ont d'abord pris pour des erreurs de lecture radar. Cependant, on a réalisé par la suite que ces objets étaient bien réels. Danny Aucoin, un pilote de Super Hornet du même escadron que Graves, a eu 2 rencontres avec ces objets mystérieux. Lors de la première, il en a détecté un sur son radar et a décidé de s'en approcher en avion, se plaçant à une distance de seulement 300 mètres en dessous. Étrangement, bien que son radar ait indiqué la présence de l'objet, il ne pouvait pas le voir à travers la caméra de son casque. Quelques jours plus tard, le missile d'entraînement du jet d'Aucoin a verrouillé l'objet, et sa caméra infrarouge l'a également détecté. Pourtant, il ne pouvait toujours pas le repérer visuellement. À ce stade, les pilotes ont commencé à se demander si ces objets faisaient partie d'un programme de drone classifié et très avancé. Toutefois, leur point de vue a radicalement changé après un incident particulier survenu fin 2014. Voici ce qui s'est passé. Graves était à la base de Virginia Beach lorsqu'il a rencontré un camarade d'escadron qui revenait d'une mission, visiblement choqué. Ce pilote avait une histoire étonnante à raconter. Au cours de leur mission, le pilote et son ailier volaient en tandem, maintenant une distance d'environ 30 mètres au-dessus de l'Atlantique, à l'est de Virginia Beach. Soudain, quelque chose a volé entre eux, passant juste à côté de leur cockpit. Le pilote l'a décrit comme une sphère entourant un cube. Cette rencontre proche a profondément secoué l'escadron, les incitant à déposer un rapport de sécurité de vol aérien. L'incident a non seulement ébranlé l'escadron, mais les a aussi convaincus que ces objets ne pouvaient ni faire partie d'un programme de drones classifié. Ils ont estimé que les responsables gouvernementaux, conscients de la formation des pilotes de chasse dans la région, n'enverraient pas de drones risquer leur sécurité de cette manière. En réponse à tous ces témoignages, en particulier celui de Grush, le Pentagone a publié un communiqué rejetant ces allégations. Selon le Pentagone, ils n'ont trouvé aucune information crédible pouvant étayer des affirmations sur l'existence de programmes consacrés à la possession ou à l'ingénierie inverse de matériaux extraterrestres, que ce soit dans le passé ou le présent.
La NASA a également participé, soulignant que l'un de ses objectifs principaux est d'explorer la possibilité de vie au-delà de la Terre. Cependant, ils ont insisté sur le fait que jusqu'à présent, ils n'ont trouvé aucune preuve convaincante de vie extraterrestre, et il n'existe aucune preuve que les objets en question soient d'origine extraterrestre. Le thé de Virginia. Ensuite, nous découvrons une histoire qui pourrait être confondue avec un film de science-fiction, mais qui est tout sauf fictive. En janvier 1996, les habitants de Virginia, au Brésil, ont été témoins d'un événement étrange. Ils ont vu un objet inhabituel en forme de cigare, de la taille approximative d'un autobus scolaire, descendre du ciel et s'écraser dans un champ. Peu après, les habitants de Virginia ont été surpris par l'arrivée d'une importante présence militaire dans la ville, sécurisant et bloquant plusieurs zones. Quelques jours plus tard, 3 femmes, âgées de 14 à 22 ans, se promenaient dans un espace vide entre 2 maisons lorsqu'elles ont rencontré une créature étrange. Elles l'ont décrite comme ayant une grosse tête. Sa peau avait des motifs semblables à des veines, et sa tête était parsemée de bosses. Ses yeux ressemblaient à 2 boules rouges. La créature, qui sera plus tard appelée l'été de Virginia, semblait instable, ce qui a amené les femmes à penser qu'elle pourrait être blessée ou malade. Effrayés, ils ont rapidement quitté les lieux et ont aussitôt raconté leur rencontre à leur mère, décrivant la créature comme une sorte de démon. Ensuite, des rumeurs ont commencé à circuler dans la région. Certains ont rapporté avoir vu des OVNI les jours précédant ces événements. Puis les choses sont devenues encore plus étranges. Il y avait des affirmations selon lesquelles davantage de créatures inconnues ou d'extraterrestres auraient été emmenées à l'hôpital pour examen. On parle de créatures non identifiées, errant dans une forêt voisine, et de morts mystérieuses d'animaux dans le zoo local. Avec le temps, les passionnés d'OVNI ont suggéré des liens entre ces incidents et d'autres phénomènes inexpliqués. Une enquête officielle menée par l'armée brésilienne, conclue en 2010, a proposé une explication différente pour ces événements. Ils ont affirmé que les 3 jeunes femmes avaient rencontré un homme sans abri et mentalement instable, connu sous le nom de Mudinho. Le commandant du 24e bataillon de police a montré des photographies de cet individu qui semblait avoir des handicaps mentaux. Les caractéristiques physiques de l'homme correspondaient à la description donnée par les filles, ce qui suggère qu'elles l'ont pris pour une créature de l'espace, probablement parce qu'il était sale à cause des fortes pluies et vu accroupi près d'un mur. De plus, le chef de l'enquête officielle a indiqué que les camions militaires et le personnel observé dans la zone effectuaient simplement des tâches de routine la nuit en question. En ce qui concerne les prétendus extraterrestres vus à l'hôpital, les autorités brésiliennes ont expliqué qu'il s'agissait en réalité d'un couple de personnes de petite taille attendant un enfant. Malgré ces explications officielles, de nombreux habitants continuent de croire que l'armée brésilienne a capturé 2 extraterrestres et a utilisé l'intimidation pour réduire au silence la population locale. Skinny Bob. Parmi toutes les vidéos prétendument montrant des rencontres extraterrestres sur Terre, aucune n'est aussi troublante que le court-métrage mettant en scène une entité extraterrestre connue sous le nom de Skinny Bob. Cette créature particulière se distingue par ses traits caractéristiques, dont un crâne proéminent et de grands yeux noirs en amande, qui sont devenus emblématiques dans les représentations de visiteurs aliens. La vidéo est apparue pour la première fois en 2011. Elle a été partagée par un utilisateur anonyme de Reddit sous le pseudonyme Ivano135. D'après les informations fournies, les images auraient été capturées par le KGB après l'atterrissage d'un vaisseau spatial non identifié du système stellaire de Zeta Reticuli sur le sol russe. Skinny Bob était apparemment membre d'une mission diplomatique d'une planète située à environ 40 années-lumière. Leur objectif était de discuter de sujets d'intérêt commun. Les amateurs d'OVNI pensent que la vidéo Skinny Bob montre clairement une créature extraterrestre. Pourtant, des doutes ont surgi quant à la crédibilité de la vidéo, car l'être semble calme et présente des similitudes avec les humains. Certains sceptiques soutiennent que les extraterrestres ne pourraient pas nous contacter à une distance aussi éloignée que 40 années-lumière. Selon Randy Sharp, un artiste spécialisé dans les effets vidéo, si cette séquence était une falsification, elle aurait nécessité un niveau de compétence et d'expertise en technologie générée par ordinateur qui dépassait les capacités de la moyenne des individus lors de sa production. Étonnamment, personne n'a tenté de tirer profit de ces images, bien que des experts estiment que leur production aurait coûté environ 250 000 $. Maintenant, si Skinny Bob est effectivement un canular, cela soulève la question de savoir qui a orchestré cette tromperie
Et quelles auraient pu être leurs motivations? Il est maintenant temps pour le choix de l'abonné du jour. Les humains sont depuis longtemps fascinés par l'idée d'êtres extraterrestres venant de mondes lointains. Nous nous demandons, nous ressembleront-ils ou seront-ils complètement différents? Certains imaginent des créatures aux formes étranges, avec plusieurs membres, ou des couleurs inhabituelles. D'autres pensent qu'elles pourraient nous ressembler dans leurs traits fondamentaux. Concernant la technologie, nous ne pouvons que supposer. Certains imaginent des civilisations avancées, avec des machines incroyables et des connaissances bien au-delà des nôtres. D'autres pensent qu'elles pourraient être moins avancées, ou même plus primitives. Alors, à quoi pensez-vous que les extraterrestres ressembleront? Quelle technologie imaginez-vous qu'ils pourraient posséder? Partagez vos idées dans la section des commentaires. Vague d'ovnis en Belgique. Fin novembre 1989, des témoins en Belgique ont rapporté avoir observé un grand objet de forme triangulaire dans le ciel. Des lumières étaient visibles en dessous et l'engin planait. De nombreux témoins notant qu'il volait à basse altitude. Quelques mois plus tard, le 30 mars 1990, vers 23 h, le superviseur du centre de contrôle à Gland a reçu des signalements de 3 lumières inhabituelles se déplaçant vers Torenbé-Jamblou, au sud-est de Bruxelles. Pendant cette période, certains témoins ont affirmé avoir pu voir le phénomène depuis le sol, décrivant une formation de lumière qui restait à leur position relative tout en se déplaçant lentement dans le ciel. En réponse à ces rapports, 2 avions de chasse F-16 ont été envoyés pour enquêter sur les lumières étranges. Au cours de l'heure suivante, les 2 F-16 ont tenté 9 fois d'intercepter les objets non identifiés. Ils ont réussi à les verrouiller avec le radar à 3 reprises. Après quelques incertitudes sur le radar, les appareils ont finalement regagné leur base peu après 1 h du matin. Les policiers locaux envoyés pour vérifier le premier rapport ont décrit avoir vu 4 lumières disposées en carré. Ces lumières faisaient des mouvements brefs et erratiques avant de s'éteindre progressivement dans 4 directions différentes. Ils ont également noté un léger bruit ressemblant à un moteur pendant cet événement. Environ 13 500 personnes auraient été témoins de cet événement, ce qui en fait l'une des observations d'OVNI les plus largement observées de ces dernières années. Bien que l'armée de l'air belge n'ait pas pu fournir une explication logique à l'activité étrange, elle a reconnu qu'un phénomène inexpliqué s'était produit dans le ciel. Ils ont sollicité l'aide du ministère de la Défense du Royaume-Uni pour approfondir l'enquête, mais il était clair que l'incident n'était pas hostile ou agressif. Ils ont donc décidé d'y mettre fin. OVNI de la forêt de Rendlesham. Il y a plus de 40 ans, un événement profond et mystérieux s'est déroulé par une froide nuit d'hiver. Cela s'est passé dans la forêt de Rendlesham, située dans le Suffolk, en Angleterre. Dans les limites boisées de la forêt de Rendlesham se trouvait la base aérienne de la RAF Woodbridge, utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, elle était sous le contrôle de l'armée de l'air des États-Unis. Ainsi, aux premières heures du matin du jour de Noël en 1980, le personnel de l'armée de l'air américaine a rapporté avoir vu des lumières inhabituelles descendre dans la forêt voisine. Au début, ils pensaient que la source de la lumière pouvait être un avion écrasé. Alors les hommes décidèrent d'aller voir. En entrant dans la forêt, ils entendirent des animaux d'une ferme voisine devenir très agités. En s'approchant de la source de l'agitation, ils virent ce qu'ils décriraient plus tard comme un objet lumineux avec des lumières colorées. Cet objet s'envola rapidement vers la côte voisine. À l'aube, lorsqu'ils sont retournés au même endroit, ils ont découvert une petite clairière avec 3 empreintes au sol formant un triangle. Ils ont aussi remarqué des traces de brûlures et des branches cassées sur les arbres environnants. 2 jours plus tard, le lieutenant-colonel Charles Zalt, le commandant adjoint de la base, a rejoint les militaires dans la forêt au petit matin. Plus tard, Halt documentera ces événements dans une note adressée au ministère de la Défense britannique. Il a été conduit à la clairière où ils avaient auparavant observé des marques au sol. À sa grande surprise, Halt a vécu des incidents similaires à ceux du lendemain de Noël. Les animaux de la ferme faisaient beaucoup de bruit et une lumière clignotante semblait descendre vers le groupe. Puis, Halt a vu 3 lumières mystérieuses. Elles apparaissaient comme des étoiles, mais flottaient juste au-dessus de l'horizon, émettant parfois des faisceaux lumineux. 2 semaines plus tard, Halt a transmis son mémo au ministère de la Défense du Royaume-Uni. Malgré quelques discussions non vérifiées et des spéculations, le grand public est resté dans l'ignorance des incidents de décembre 1980. Mais à la même période, 2 hommes en costume se sont approchés d'un forestier nommé Vince Turkettle. Ils ont commencé par lui poser de nombreuses questions sur ce qu'il aurait pu voir ces nuits-là.
Comme Turkettle ne leur a fourni aucune information utile, les hommes ont fini par partir. 3 ans supplémentaires ont été nécessaires pour que le gouvernement américain publie le mémo. Une fois rendu public, l'histoire a fait sensation dans le monde entier. La forêt de Rendlesham a acquis le titre de capitale des OVNI du Royaume-Uni. Et cet événement a inspiré de nombreux livres, émissions de télévision et articles. Fort de cette nouvelle renommée, la Commission des forêts a même créé un sentier OVNI dans la forêt, avec une maquette de ce que les militaires américains affirmaient avoir vu. Cependant, la question demeure. Les événements observés les 26 et 28 décembre 1980 constituaient-ils réellement une rencontre avec un objet extraterrestre? Qu'en pensez-vous? L'incident OVNI de Levelland. En 1957, Levelland, une ville texane d'environ 10 000 habitants, a été le théâtre d'un événement que les ufologues considèrent comme l'un des plus remarquables de l'histoire des ovnis. Ce qui le distingue, c'est le nombre important de témoins ayant vécu ce phénomène dans un laps de temps relativement court. Que s'est-il exactement passé? Le soir du 2 novembre 1957, le bureau du shérif de Levelland a reçu un appel surprenant. Un homme inquiet a rapporté qu'il conduisait avec un ami sur une route rurale à environ 6 km à l'ouest de la ville lorsqu'ils ont assisté à un événement extraordinaire. Ils ont vu une énorme fusée sortir d'un champ et foncer vers leur camion. Craignant une collision imminente, les 2 hommes ont quitté le camion et se sont réfugiés dans un fossé en bord de route. Alors que l'OVNI passait juste au-dessus du camion, un bruit tonitruant fit caler le moteur et éteignit les phares. Quelques secondes après la disparition de l'objet mystérieux, le moteur et les phares se rallumèrent. Les agents du shérif rejetèrent d'abord cette histoire, sans la prendre au sérieux. 1 heure plus tard, une autre personne a appelé pour partager son expérience avec un ovni identique qui avait également perturbé les systèmes électriques de sa voiture. Le scepticisme initial s'est rapidement estompé à mesure que les témoignages affluaient. Les agents du shérif ont commencé à recevoir des récits similaires de témoins effrayés qui avaient rencontré un ovni massif émettant une lumière intense et capable de désactiver les moteurs de voiture. Ces observations ont eu lieu non seulement à l'ouest de Levelland, mais aussi à l'est et au nord. Vers 1h30 du matin, le shérif Weir Clem et un adjoint ont décidé d'enquêter. Ils ont repéré une lumière mystérieuse à environ 300 mètres devant eux. Peu après, Ray Jones, le responsable des pompiers de Levelland, a rencontré des problèmes mécaniques en voyant le même phénomène. L'explication officielle de l'armée de l'air était des éclairs en boule, mais cette explication pose problème. En général, la foudre en boule ne dépasse pas 1 mètre de diamètre et mesure habituellement quelques centimètres. Le projet Blue Book, dirigé par l'armée de l'air pour enquêter sur les observations d'OVNI de 1947 à 1969, suggérait qu'un orage électrique aurait pu se produire lors des observations. Cependant, il est important de noter qu'aucun orage n'a été signalé dans la région cette nuit-là. Mystère dans le ciel texan. Le 25 août 1951, lors d'une soirée estivale calme à Lubbock, Texas, un groupe de chercheurs du Texas Technical College s'est réuni dans le jardin du professeur de géologie, le docteur. Chez W.V. Robinson, ils prenaient le thé en discutant des micrométéorites. Vers 21h20, ses collègues universitaires ont assisté à un événement extraordinaire dans le ciel du Texas. Une formation en V de 15 à 30 lumières bleu-vert passant au-dessus de leur tête. Bien que stupéfaits, ils ont abordé l'observation avec leur esprit scientifique, pensant que les lumières pourraient réapparaître. En effet, environ 1 heure plus tard, les lumières sont revenues, cette fois dans une formation moins organisée. Tous les scientifiques ont alors convenu qu'ils avaient observé quelque chose de remarquable. Cependant, la grande question demeurait. Qu'avaient-ils réellement observé? Les professeurs n'étaient pas les seuls témoins fiables de ces étranges lumières bleu-vert ce soir-là. À Albuquerque, au Nouveau-Mexique, environ 560 km de Lubbock, un employé de la Sandia Corporation, top secret et lié à la Commission de l'énergie atomique, était à l'extérieur avec son épouse au crépuscule. Ils admiraient le ciel nocturne, commentant sa beauté, lorsqu'ils furent soudainement surpris. Ils aperçurent un énorme avion qui survolait leur maison rapidement et silencieusement. Ce qui était particulièrement déroutant, c'était que sur les bords arrière des ailes, il y avait 6 à 8 paires de lumières bleuâtres légèrement lumineuses. Environ 1 heure plus tard, Edward Ruppelt, un rancher retraité de Lubbock, a partagé une observation troublante faite par sa femme.
C'était juste après la tombée de la nuit lorsque sa femme est sortie pour retirer des draps de la corde à linge pendant qu'il était à l'intérieur en train de lire le journal. À sa grande surprise, sa femme est rapidement retournée dans la maison, visiblement agitée. Elle était alarmée car elle avait vu un objet important se déplacer rapidement et sans bruit au-dessus de leur maison. Elle l'a décrit comme ressemblant à un avion, mais sans fuselage visible. Ce qui le rendait encore plus inhabituel, c'étaient les paires de lumières bleuâtres brillantes le long du bord arrière de ses ailes. Lorsque Ruppelt est arrivé à Lubbock fin septembre pour enquêter sur les observations, des centaines de résidents avaient déjà été témoins de ces lumières étranges pendant une période de 2 semaines. Cependant, tout le monde n'a pas attendu l'action du gouvernement. Par exemple, les professeurs de l'université Texas Tech ont pris l'initiative et ont alerté des journaux locaux comme le Lubbock Avalanche Journal. Ils ont commencé leur enquête informelle. Dans les semaines suivant leur observation initiale du 25 août, ils et leurs amis ont remarqué les lumières à 12 reprises supplémentaires. Ils ont même mesuré les angles des lumières, effectué des calculs approximatifs de leur vitesse et ont constaté que ces lumières se déplaçaient toujours du nord au sud. Munis de talkies-walkies, ces scientifiques et leurs amis ont formé 2 équipes pour essayer d'estimer l'altitude de l'OVNI, bien que leur succès ait été limité. Au fil des jours, un nombre croissant d'habitants de Lubbock ont signalé avoir vu ces lumières mystérieuses. Lorsque les professeurs ont comparé ces témoignages à leurs propres observations et enregistrements, de nombreux détails coïncidaient. Bien que tout le monde n'ait pas documenté le phénomène aussi minutieusement que les professeurs, il est devenu évident que quelque chose de réel se passait. Le projet Blue Book a examiné ces événements et a officiellement conclu que les lumières étaient causées par des oiseaux reflétant les nouveaux lampadaires à Lubbock. Cependant, de nombreux témoins ayant observé les lumières sont restés sceptiques, soutenant que les lumières se déplaçaient trop rapidement pour être des oiseaux. OVNI au-dessus de Chicago. Bien que Chicago ne soit pas généralement associé aux observations d'OVNI, l'aéroport O'Hare est devenu le centre d'une observation très médiatisée en novembre 2006. Un objet ressemblant à une soucoupe volante a été observé au-dessus du Hall C du terminal United. Les témoins comprenaient des pilotes, du personnel de la compagnie aérienne et des mécaniciens, avec la première observation signalée par un agent de piste de United vers 16h30. Divers témoins ont décrit l'objet comme gris foncé, mesurant de 1,8 à 7,3 mètres de diamètre. Certains l'ont vu tourner comme un frisbee, tandis que d'autres ont remarqué qu'il ne tournait pas du tout. Cependant, tous les témoins ont convenu que l'objet était totalement silencieux et semblait juste en dessous de la couverture nuageuse de 580 mètres avant de s'élancer soudainement dans les nuages, laissant derrière lui un trou circulaire dans la formation nuageuse. Curieusement, ce trou semblait se refermer peu après le départ de l'objet. L'objet n'a pas été détecté par les contrôleurs aériens et n'est pas apparu sur le radar. Cet incident a attiré l'attention des principaux médias et a conduit à une réévaluation du phénomène OVNI, bien que ni l'administration fédérale de l'aviation ni la compagnie aérienne n'aient souhaité poursuivre l'enquête. L'administration fédérale de l'aviation l'a qualifié d'événement lié aux conditions météorologiques. Cependant, Mark Rudiger, le directeur scientifique du Centre d'études sur les OVNI, estime que la possible présence d'un engin extraterrestre dans leur voisinage est un mystère qui mérite d'être exploré davantage. Les enquêteurs d'OVNI ont exprimé des inquiétudes concernant la décision de la FAA de ne pas enquêter sur l'incident, qu'ils considèrent comme un manquement à la responsabilité de l'agence d'examiner les potentielles failles de sécurité dans les aéroports américains, comme cela a été le cas à O'Hare. Le Chicago Tribune a rapporté que certains témoins ont exprimé leur mécontentement face à la réticence des autorités fédérales à mener une enquête plus approfondie. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.